Bienvenue sur le site des rencontres à tout plus 3. Pour ce deuxième événement de la journée, nous avons le plaisir de recevoir l'École Atlantique de Commerce pour répondre à toutes vos questions. Deux invités, Guy Gascoigne, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes directeur de l'EAC. Exactement. Et vous êtes accompagné d'Isabelle Petit. Bonjour. Bonjour, vous êtes directrice des relations aux entreprises. C'est ça. Et on est ensemble pendant 45 minutes pour répondre à toutes les questions. Mais avant d'entamer cette série de questions, Guy, un petit mot peut-être pour introduire le sujet. Pour planter le décor, merci. Un petit mot sur l'EAC. L'École Atlantique de Commerce, c'est le bachelor d'Audencia Business School. Donc c'est le bac plus 3. On a les plus jeunes étudiants dans le groupe, parce que le groupe va du bac plus 3 jusqu'au bac plus 8, licence, master et doctorat. En quelques chiffres, c'est plus de 500 étudiants à l'école. On existe depuis plus de 35 ans et c'est à peu près 2500 diplômés bachelor sur les 15 000 diplômés du groupe. Voilà. C'est pas mal. C'est très bien, oui. Et vous avez une magnifique campus très bien situé à Nantes, une ville splendide. On est en plein centre-ville, effectivement, le bachelor, et dans les locaux de la Chambre de commerce de Nantes. On est en plein centre-ville de Nantes. Alors, une première question de Claude. Pourquoi choisir l'EAC plutôt qu'une autre école? Une question assez difficile pour débuter. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Les spécificités de l'EAC, de l'École Atlantique de Commerce, sont déjà l'international pour tous, c'est-à-dire que chacun de nos étudiants partira au moins une fois à l'étranger, et ça dès la première année. On en a aussi les 2 tiers qui partent au moins 2 fois et un dernier tiers qui part une 3e fois. Ça peut être en stage, ça peut être en semestre d'études. Et le stage, c'est obligatoire pour tous. Ça, c'est la première spécificité, l'international qui a une dominante forte. La deuxième dominante forte, c'est l'entreprise qui est vraiment au cœur de la pédagogie. C'est très opérationnel. C'est un an de stage, enfin un an passé en entreprise sur les 3 années. Et puis, une autre spécificité de l'école, et c'est là aussi son ADN, c'est la possibilité d'individualiser son parcours et de construire son projet professionnel. Ok. Voilà. Et pour compléter le propos d'Isabelle, le choix de l'EAC, c'est aussi, au-delà de la pédagogie, c'est aussi la vie dans l'école et l'ambiance dans l'école. Ça peut paraître secondaire, mais ça ne l'est pas. C'est de prendre du plaisir à être dans cette école et à évoluer. Donc, une des spécificités, c'est d'offrir un maximum de moyens en hommes et en outils et en locaux pour pouvoir s'épanouir et réussir son intégration professionnelle. Oui, l'infrastructure et puis les moyens humains, effectivement, sont prépondérants dans la réussite. Oui. Et donc, vous les mesurez en conséquence. Question de Benji. Quelles sont les accréditations de votre école que je ne connais pas? Alors, j'espère que c'est les accréditations que Benji ne connaît pas et pas l'école, puisqu'il pose la question sur votre chat. Et je ne sais pas quelles sont les accréditations qu'il connaît déjà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'École Atlantique de Commerce, c'est visé. Alors, sans refaire dans le détail, le visa, c'est le grade le plus important au niveau des reconnaissances d'école. C'est celle qui permet notamment, alors c'est une reconnaissance de l'Éducation nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est notamment une reconnaissance académique qui permet aussi à ceux qui le veulent de poursuivre des études en France ou à l'étranger. Si on prend le groupe Audencia dans son ensemble, c'est aussi des accréditations internationales que sont AMBA, EQUIS et ACSB. Voilà, donc maintenant il les connaît, il peut aller faire quelques recherches sur Internet pour savoir à quoi elles correspondent précisément chacune d'entre elles. Exactement. Question de Paul, sur quels critères de sélection les examinateurs se basent-ils? Évidemment, les examens approchent. Alors, on va avoir quelques conseils. Oui, je peux répondre, tu Oui, compléteras, Isabelle. Les critères de sélection, je pense qu'on fait référence du coup aux euros, Oui. parce que les écrits sont déjà passés à tout plus 3. Ouais. On fait attention à quoi? On fait attention surtout à ce que le produit, ce qu'on va faire durant les 3 ans, correspond au projet de notre candidat. Et le projet du candidat, c'est quoi? C'est la première question à se poser, c'est demain, qu'est-ce que j'aimerais faire dans la vie? Alors, on a un gros avantage, c'est qu'ils ont déjà fait un tri, et qu'a priori, s'ils postulent chez nous, c'est qu'ils veulent faire du commercial au sens large du terme. Mais là-dedans, est-ce que c'est de la vente? Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est des achats? Est-ce que c'est de l'international? Est-ce que c'est de la création d'entreprise, de l'entrepreneuriat? C'est tout ça qu'on va regarder. Après, on va poser des questions sur le programme de l'école. Est-ce que le candidat connaît suffisamment ce que l'on y fait pour se dire « oui, ça correspond à ce que je souhaite faire ». Bah oui, une ouverture internationale, comme disait Isabelle, et ça m'intéresse. Oui, il y a des stages en entreprise, et ça m'intéresse. Oui, il y a un suivi, etc. etc. Ce volet-là étant traité, le deuxième volet qu'on traite toujours, c'est le côté un peu plus personnel. C'est qu'est-ce qui plaît au candidat dans la vie, quelles sont les activités qu'il fait en dehors de l'école, quelles sont ses passions. Et l'ensemble
fait qu'on se dit, oui, on pense que le profil correspond à ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée et il y a tout intérêt à le prendre dans l'école. C'est un entretien de sélection, c'est un acte de vente. C'est un acte de vente pour le candidat, mais on sait très bien que c'est souvent leur premier entretien et qu'ils ne sont pas aguerris, donc on va les mettre dans les meilleures dispositions possibles pour ne pas leur poser des questions qui vont être en difficulté, parce que ça ne sert à rien de les mettre en difficulté. Et à côté de ça, on va regarder s'ils sont dynamiques, s'ils donnent envie, parce que nous aussi, on a envie d'avoir des gens de qualité. Oui, c'est dans les deux sens, effectivement, ce que vous recherchez. Ça marche dans les deux sens. Le projet professionnel, vous en parlez un petit peu tout à l'heure dans votre première partie. Quand ils sortent, forcément, ils ne sont pas forcément encore aguerris à ce type de réflexion. Ce n'est pas forcément mûr. Du coup, est-ce que vous le pondérez différemment par rapport à la connaissance de l'école, des programmes et comment vous réagissez par rapport à ça? Alors, lors des oraux ou lors des oraux. Voilà, lors des oraux, eh bien, on s'intéresse à ce que le candidat a en tête. On reprochera jamais à un étudiant, à un candidat de ne pas avoir de projet, mais par contre de ne pas être en projet, en tout cas d'être au moins curieux de ce qu'il existe. Et nous, après, une fois qu'il sera dans l'école, à nous de l'accompagner tout au long des 3 années sur cette dimension-là de construction du projet professionnel. Et il y a un dispositif qui s'appelle Calypso et qui a pour objectif justement... On a une question effectivement on aura tout à l'occasion d'en l'heure, on y reparler, reviendra sur cette partie-là, mais en tout cas sur la partie du projet professionnel, pas nécessité d'avoir forcément son projet bien ficelé quand on arrive à l'oral. Un conseil pour les candidats, il faut avoir plusieurs pistes et passer plusieurs entretiens. Le conseil, c'est de passer au moins un entretien dans une école qui n'est pas son premier choix, pour pouvoir s'expérimenter et être moins désarçonné. Parce que finalement, les questions sont peut-être posées différemment, mais les attentes des interlocuteurs sont toujours les mêmes. Donc il vaut mieux s'entraîner après pour être sûr de son coup, d'être bien préparé, c'est-à-dire que ça se prépare à un minimum, mais d'être aussi suffisamment décontracté et de ne pas être trop stéréotypé, parce que sinon on n'a pas la vraie qualité de la personne en face de nous. La question de Claire, la mention obtenue au bac va-t-elle jouer un rôle pour notre avenir vis-à-vis de votre école? Alors la mention, c'est quand on a son bac, évidemment. Les résultats ne sont pas immédiats par rapport aux oraux. Comment est-ce que du coup ça peut avoir une influence par la suite? Est-ce que du coup ça a une influence? Ça, pour le concours, ça n'a pas d'influence parce qu'on n'a pas l'information, sauf pour les étudiants, enfin les candidats qui ont déjà fait une année post-baccalauréat, on a la formation. Ça n'a pas d'importance aussitôt, ça l'a après, parce que c'est vrai que c'est plus valorisant pour l'école d'avoir des étudiants qui ont des mentions baccalauréat. À l'EAC, 65%, entre 65 et 70% de nos étudiants ont une mention au baccalauréat. Mais il n'empêche qu'on peut faire un très beau parcours sans avoir de mention également. Oui, finalement, en y réfléchissant, je me dis que sa question est très intéressante. Pardon Claire, parce que c'est cette mention qu'on vise quand on passe son bac, évidemment, on va avoir le meilleur résultat possible. Pour vous, pour intégrer une école, quelle qu'elle soit, au sein d'Atout plus 3, ça n'a pas d'intérêt immédiat. Non. Mais est-ce qu'ensuite, au sein du parcours, ça va être valorisé d'une quelconque manière, hormis sur le fait que vous disiez, effectivement, ça nous valorise qu'on ait des étudiants à mention, mais pour elle, dans son parcours, ça ne changera rien au quotidien ou dans les choix qu'elle fera. Ils le valorisent sur leur CV ou lors des entretiens pour un stage et encore plus loin pour un emploi ou pour un poste bac plus 3. C'est toujours un tout supplémentaire d'avoir une mention. Ça prouve une qualité académique, un investissement, voilà. Elle ne sera pas dans une section particulière au sein non. de On ne AC, regardera pas cela, de ça. parce qu'on peut très bien avoir une mention, être très fort dans certains domaines, un peu moins dans d'autres. Et puis, comme disait tout à l'heure Isabelle, on a aussi 3 ans pour les faire progresser. Oui, donc, c'est ça. Celui qui n'a pas de mention en rentrant à l'EAC, eh ben, j'espère qu'en sortant de l'EAC, il aura une mention, on va dire en tout cas professionnelle. Je comprends bien. Question de maths, il faut quelle moyenne minimum pour avoir des chances de rentrer chez vous? Alors il faut quelle moyenne Alors c'est quoi la question? C'est le bac, je pense pas, puisque du coup c'est... il faut le bac, c'est obligatoire. Mais après, est-ce que c'est la moyenne de terminale ou est-ce que c'est la moyenne aux épreuves? Est-ce que vous regardez le dossier? Oui, à l'EAC on regarde le dossier. Tout le monde ne regarde pas le dossier, mais nous on regarde le dossier. On regarde le dossier... moins pour regarder la moyenne en tant que telle, parce qu'à l'EAC, il y a des gens qui ont 10 à 18 de moyenne qui rentrent à l'EAC, il y en a qui ont 10 de moyenne et qui rentrent aussi à l'EAC. Donc ce n'est pas la moyenne qui est rédhibitoire. On regarde plutôt aussi les appréciations des professeurs. Toujours dans la même optique, c'est de ne pas se tromper pour eux et pour nous. Emmener quelqu'un sur un programme bac plus 3 en sachant qu'il y a toutes les chances de ne pas réussir à passer en seconde, troisième année, il y a un coup derrière, on fera attention. On regarde aussi les filières de baccalauréat, elles sont très différentes. À l'EAC, 60% de nos étudiants sont de filière ES, 30% de filière S,
et 10% de filière technique et de filière L. Mais tous ont le même niveau de chance. Donc ce n'est pas la moyenne en tant que telle qui fera la différence. C'est aussi, et c'est ça qui est important, on se rend compte que des gens qui ont des moyennes un peu justes en terminale, dès qu'ils rentrent dans notre école, on donne du sens à ce qu'ils vont faire. Et ce sens-là les amène à s'investir davantage, à travailler encore plus et à obtenir des résultats. Et c'est ça qu'on va rechercher. Plutôt que ceux qui sont dans un confort en pensant que peut-être c'est facile parce qu'ils ont été très forts. Ouais, enfin, vaut mieux quand même avoir une bonne moyenne pour rentrer dans l'école. Vous préférez quand même, vous partez de moins loin malgré tout, c'est quand même mieux. Vous êtes combien par promo à l'EAC? Alors là, cette année, on a 500 étudiants à l'école et nos premières années sont 180, mais ils sont jamais en fait, ou alors le jour de la rentrée tous ensemble, et sinon ils sont par groupe de 30, classe de 30. Et parfois aussi par classe de 15, notamment pour les groupes de langue, puisqu'on a des cours de langue spécifiques. Il faut aussi avoir les moyens de nos ambitions, c'est-à-dire on veut les faire partir sur le deuxième semestre tous en stage d'expatriation. Il faut qu'on les fasse progresser rapidement, notamment en anglais, mais aussi en espagnol ou la seconde langue qu'ils ont choisie. D'ailleurs, je vois dans les questions, j'en profite, puisque vous êtes sur ça. Question de Monaco. Si on est nul en langue, est-ce qu'on peut être pris quand même? Alors, tout dépend des résultats sur les autres épreuves, puisque sur le concours écrit, il y a 4 épreuves, l'épreuve de logique, culture du monde, l'épreuve de synthèse et 2 épreuves de langue. Et ensuite, sur les oraux, l'entretien dont on vient de parler, l'entretien de motivation et un entretien d'anglais. Donc, en fait, tout est pondéré, il y a des coefficients. Alors, il arrive qu'on ait des étudiants qui ont des difficultés en langue qui arrivent, mais on fait des tests de langue avant la rentrée et qui permettent de mettre nos étudiants par groupe de niveau et ainsi de les faire progresser chacun à leur vitesse. Donc, on a de très belles progressions de personnes qui avec quelques difficultés en langue, et en particulier en anglais, et qui, grâce au stage, mais aussi au semestre d'études qu'on propose avec des universités partenaires, vont pouvoir progresser très rapidement. Et on arrive sur des taux en 3e année de TOEIC qui sont des moyennes intéressantes, entre 820 et 830 en moyenne sur les dernières promotions, quand ce qui est demandé en sortie de master, c'est 850. Ouais, donc on est dans des ratios qui sont tout à fait intéressants. Et pour compléter ce que dit Isabelle, entre les groupes de niveau plus le premier stage, qui est un stage d'expatriation donc à l'international, les professeurs de langue aident les étudiants. On prépare les courriers avec eux en anglais. On a dans les bâtiments de l'EAC ce qu'on appelle des salles de phoning, donc dédiées à des opérations de marketing téléphonique et dédiées pour décrocher le téléphone et aller appeler à l'étranger. Donc on progresse et ils progressent tous. Et c'est vrai que ceux qui sont excellents sont encore meilleurs, mais ceux qui étaient moins à l'aise deviennent bons et capables de s'exprimer en langue anglaise. C'est l'idée, effectivement, progresser, faire progresser tout le monde, quel que soit le niveau. Juste pour vous parliez du coefficient, l'anglais à l'oral par rapport à l'entretien, par exemple, il présentait une grosse différence. 8 et 4. 8 pour l'entretien individuel et 4 pour l'entretien en anglais. Ce qui explique qu'avec un niveau correct ou moyen, on peut quand même réussir à intégrer l'école. Question de Tizi, comment bien se préparer aux euros, selon vous? Bon, c'est un peu dans le complément de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour se préparer aux euros, on se préparer tout court, il faut se préparer tout court, mais aux euros en tout cas, il faut déjà se renseigner sur quels sont le type de métiers auxquels l'école va amener, donc la vente, les achats. Alors là, on utilise soit le réseau familial, si on a des parents qui sont déjà dans le domaine, ou des frères ou des sœurs, ou des amis de parents, ou des cousins. On peut regarder aussi sur la toile, sur Internet, ce que sont ces métiers-là. Et puis après, il faut connaître, on ne demande pas de connaître par cœur la plaquette de l'EAC, mais j'ai déjà vu des candidats qui me disaient, voilà, moi je postule à l'EAC parce que l'EAC fait partie des meilleures écoles de commerce de France. Et quand on a attaqué la question, mais qu'est-ce qu'on y fait, ils ne savaient pas ce que l'on y faisait. Donc là, en termes de motivation, on se dit, bon, c'est pas forcément les plus motivés. Et la compétition est rude parce qu'il y a beaucoup de candidats et tout le monde n'est pas pris. Donc il faut être capable de dire, moi, c'est votre école pour telle ou telle raison. C'est ça qu'on va regarder. Et puis, comme je disais tout à l'heure, la motivation des uns et des autres sur ce qu'est leur vie aujourd'hui et quelles sont leurs passions et donner envie de. Et ne pas oublier qu'on a
envie d'avoir de bons candidats et on a envie aussi de faire, nous, bonne impression auprès des candidats. Vous parliez du contenu tout à l'heure de l'entretien, qui est évidemment prépondérant dans ces oraux. Est-ce qu'il y a une manière de préparer? Alors peut-être, est-ce qu'il faut s'intéresser à d'autres choses, l'actualité? Est-ce qu'il y a des choses de ce type-là qui sont abordées à ce moment-là? Ou est-ce que ce n'est qu'un échange entre deux personnes qui se rencontrent pour la première fois et qui parlent? Non, il faut s'intéresser à... Ce sont des questions qui sont régulièrement posées, des questions d'actualité. Qu'est-ce qui vous a marqué ces 15 derniers jours, ces 3 dernières semaines, autres que les faits divers? Il faut s'intéresser aussi aux étudiants. Donc, ils ont l'avantage, lorsqu'ils arrivent au niveau des oraux, d'être accueillis par nos étudiants. Donc, il faut discuter avec eux. Comment fonctionne l'école? Certains sont déjà venus aux portes ouvertes, donc connaissent assez bien l'école, mais ceux qui arrivent de l'extérieur, et on en a 60% de nos candidats qui arrivent de l'extérieur de Nantes, eux ne connaissent pas l'école, et bien c'est l'occasion de s'intéresser. Puis en plus, ça permet aussi de se déstresser par rapport à l'entretien. Mais encore une fois, qu'un candidat soit stressé, c'est même tant mieux, ça veut dire qu'il prend ça au sérieux. Mais au-delà du stress que nous, on a comme mission de les déstresser, c'est de montrer que l'intérêt de l'école, il est fort et il faut le prouver. Et la région aussi, par exemple l'aéroport, des questions sur l'aéroport, sur le classement du FC Nantes Atlantique en Ligue 1, des choses comme ça, ça peut être des points d'entrée ou pas? Non, on va pas jusque-là. Je taquine évidemment. Question de l'eau. Si notre culture générale est médiocre, est-ce que nous sommes pénalisés? Ou au contraire, estimez-vous que la formation de votre école va améliorer notre culture G? Ça dépend pas. Ça dépend ce que c'est par médiocre. C'est toujours pareil. Effectivement. S'intéresser un minimum. S'il y a 3 questions basiques sur l'aéroport. L'aéroport suisse Nantes. Et encore, c'est même pas le plus difficile. Je crois pas. Mais si on pose une question assez basique sur quel est aujourd'hui Premier ministre en Grande-Bretagne, vraiment assez basique, il vaut mieux avoir la réponse, quoi. Il vaut mieux, pour préparer un entretien, lire les journaux, regarder les dernières infos pour regarder les grands sujets d'actualité. C'est surtout sur cela on va s'intéresser. Et non pas sur ce qui s'est passé il y a 3, 4, 5 ou 6 mois. Quoi. Donc être bien au fait, malgré les révisions pour le bac, être bien au fait et s'intéresser, lire les journaux. C'est d'autant plus vrai si vous faites partie des filières ES, où là, normalement, on a cette ouverture au monde. Question de Maxime, doit-on insister à l'oral sur un point particulier de notre CV? Expérience professionnelle, études, etc. Pas nécessairement. Ce qui est important pour nous, c'est de découvrir rapidement la personnalité de la personne qu'on a en face et le projet que cette personne a, ce jeune garçon, cette jeune femme. Et plus particulièrement, comment elle envisage ou il envisage justement ce qu'on peut nous lui apporter. Alors Guy parlait tout à l'heure des types de métiers vers lesquels on peut arriver, c'est-à-dire la vente, les achats, mais on a aussi tous les métiers liés à l'international, l'export, on a aussi l'entrepreneuriat qu'on peut proposer. Voilà, tous ces liens qu'ils peuvent faire et la capacité à être un peu plus curieux que souvent ils se sont beaucoup renseignés sur la partie du concours et sur ce qui va les concerner sur la première année. Ils ont parfois des difficultés à voir en deuxième et en troisième année, donc ça peut être un plus d'être capable de distinguer les modules ou les projets qu'on peut proposer qui peuvent être différenciants, que ce soit des projets en lien avec l'humanitaire ou C'est bien d'avoir des exemples. Souvent, une question qui est posée, qui est toujours liée autour des qualités ou points d'amélioration, les candidats nous disent je suis quelqu'un de dynamique. Et bon, quand on en voit 6 dans la journée, il y en a 5 qui sont moins dynamiques. Donc, c'est de dire, je suis quelqu'un de dynamique, j'en veux pour preuve, j'appartiens à un club de sport, voilà ce que je fais, voilà sur le terrain comment je suis. C'est tout ça qui va les différencier les uns par rapport aux autres et qui va apporter une touche de personnalité. Valoriser et mettre du concret, surtout sur ce qu'on dit. J'ai une question qui rebondit sur ce que vous venez de dire, une question de Magali. Je ne sais pas encore si je voudrais poursuivre mes études après le bachelor. Est-ce que c'est grave de ne pas savoir le dire à l'oral, justement, alors déterminer ce qu'on veut faire dans les années suivantes? Pour le coup, c'est aussi un des objectifs, justement, là j'en reparle, du programme Calypso, puisque l'idée c'est de préparer sur les 3 années, de se préparer, de construire son projet professionnel
en première année de réfléchir à ce qu'on aime faire, ce qu'on aime moins faire, enfin, ce qu'on appelle donc la connaissance de soi, et de s'intéresser aux possibles, au champ des possibles en sortant. Et la poursuite d'études en fait partie, hein, puisque là, depuis plus de 8 ans maintenant, on a 70% de nos diplômés qui poursuivent leurs études. Mais de ne pas savoir le dire au moment de l'entretien, ça pose aucune difficulté, bien au contraire. Hein, voilà. Ils auront tout le temps de choisir l'avenir qui correspond à leur projet professionnel à l'issue des 3 années. D'accord, Calypso. Alors donc, puisque je vois que la question est supprimée parce qu'on pensait que je voulais vous la voilà, poser, donc voilà. il faut qu'on la pose maintenant. D'accord, alors Calypso, donc, c'est un programme, un dispositif qui est en fil rouge tout au long des 3 années, qui permet en fait à nos étudiants, donc, je le disais, de se concentrer sur la connaissance de soi en première année, en deuxième année de réaliser des enquêtes métiers. Là, nos deuxième années viennent de réaliser des enquêtes métiers pour savoir quelle est la filière justement de troisième année de spécialisation qui va leur correspondre le mieux. On a parlé tout à l'heure donc des achats, de l'import, de l'export, de la vente, enfin du management commercial, de l'entrepreneuriat, du marketing et de la communication. Voilà, ça ce sont les grandes familles de métiers qu'on peut proposer. Il y en a certaines qui sont 100% anglophones, il y en a d'autres qui sont basées chez des partenaires à l'étranger. Voilà, comment faire son choix parmi plus de 15 choix possibles sur sa 3e année, choisir la bonne spécialisation. Et Calypso aide aussi nos étudiants pour ça. Et puis, Calypso est étroitement lié aussi au suivi de recherche de stage qui est mené par les personnes qui travaillent avec moi au quotidien et qui suivent individuellement chacun de nos étudiants dès la première année, notamment pour le stage expatriation, et qui les aident à trouver des stages, à acquérir les techniques de recherche de stage, bien réaliser son CV, comment je l'adapte en fonction de la culture du pays, comment je réalise une candidature spontanée, comment j'utilise les réseaux sociaux au service de mon e-réputation dans le cadre du recrutement. Voilà, tous ces thèmes sont abordés tout au long des 3 années. Et en 3e année, Calypso, c'est la préparation aux entretiens de recrutement. Et là, on fait venir des directeurs, directrices de ressources humaines ou des spécialistes du recrutement qui viennent nous aider à réaliser un jury face à nos étudiants qui viennent avec une offre de stage ou d'emploi en fonction de ce qu'ils souhaitent faire par la suite. Et puis, on joue un jeu de rôle comme un vrai entretien de recrutement. Donc, ils sont comme ça un peu plus armés, un peu plus prêts. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a autant de profils qu'il y a d'étudiants et qu'ils se découvrent au fur et à mesure des 3 années. Certains sont faits pour travailler dans des PME, PMI. Ils veulent à tout prix voir leur patron tous les jours et puis faire et du marketing et du commercial, de la vente. D'autres, ils veulent plutôt être dans des très grands groupes. Ils s'en fichent d'être plus ou moins un numéro, d'être sur le terrain et de voir leur direction une fois tous les 15 jours ou tous les mois. Si on prend l'exemple du commercial, on a des profils de jeunes étudiants commerciaux très très extravertis, et puis on a aussi des commerciaux beaucoup plus réservés, mais qui en face à face sont de véritables tueurs, parce qu'ils ont tout compris du système de l'écoute, de la reformulation, et donc il y en a vraiment pour tous les profils. Après, ce qu'on enseigne aux étudiants, c'est que finalement la formation n'est qu'un moyen d'atteindre un objectif, et donc on travaille surtout par objectif. L'EAC sur 3 ans, c'est un premier objectif, et l'après, c'est qu'est-ce que je serai à la sortie de mes 3 années. Eh bien, demain, j'ai envie de travailler dans la fonction achat, eh bien, je vais poursuivre sur un master spécialisé achat parce qu'il me manque un morceau ou une marche à monter. Ou au contraire, j'ai tout ce qu'il me faut et je vais envie de rentrer dans la vie active et je me formerai ou je compléterai de me former plus tard dans la vie parce qu'on se forme tout au long de sa vie. Et c'est ça qui est intéressant. Et on ne va pas juger, Calypso, c'est noté. Et souvent, les étudiants nous disent, mais pourquoi vous notez Calypso? Parce que c'est un projet très personnel. Mais on ne note pas le fait qu'ils choisissent d'être acheteurs, commercial ou marketeur, on note le fait qu'ils soient en projet et en réflexion. Après, certains... La forme plus que le fond. Exactement. Après, certains, dès la première année, ont une idée assez précise. D'autres, c'est la 2e année. Et d'autres, c'est la 3e année. Et c'est le stage de 3e année qui va leur permettre de... Mais si on marche par objectif, on est plus en phase pour bien préparer son insertion professionnelle ou ses futurs entretiens pour accrocher un master plus tard. Puis c'est la carotte qui fait avancer de toute façon, clairement. Un objectif, toujours, il faut donner du sens. Si on donne du sens, on avance beaucoup mieux et ça passe beaucoup plus facilement.
Je crois qu'on est au Calypso, on a été assez complet et ça pourrait même tomber aux euros. Alors vous pourrez peut-être poser cette question-là. Est-ce que vous avez entendu parler de Calypso? C'est une des choses... Oui. si je Certains regardais l'abordent, hein. Mm. Ils l'ont vu sur la plaquette. Ils disent, moi, oui. ce qui m'intéresse, c'est Calypso parce que c'est un suivi personnalisé. On a, entre guillemets, il y a longtemps qu'on le fait, on disait Isabelle, on a été plus ou moins copié. Je ne sais pas si on était égalé encore. Soit, je vous laisserai cette conclusion. Question d'Emilien, on pourra visiter les locaux et le campus de l'école le jour des oraux? Est-ce que ça se fait le jour des oraux? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est ouvert d'ailleurs ou pas quand on vient de passer son oral? Oui, on peut. On a un comité des admissibles, comme dans beaucoup d'écoles de, Ouais. de commerce. Et entre les deux entretiens oraux, il y a un accompagnement, il y a des animations et bien évidemment, il y a à visiter l'école. C'est extrêmement important de se sentir bien dans une école. On a beau avoir le meilleur programme possible, si on ne se sent pas bien, ça ne va pas le faire. Mais si on se rend compte qu'effectivement, l'environnement, le contact étudiant, le contact avec les professeurs qui seront sur place semblent réunis, là, ça marchera. Donc il faut à tout prix venir. Quand on le peut et qu'on est sur les salons, on incite au maximum les personnes à venir sur les portes ouvertes. C'est ce que j'allais vous dire, pas forcément pendant les oraux, peut-être un peu avant aussi. Avant, quand on le peut. Et encore, on le fait même. Là, il y a souvent des familles qui nous appellent en disant, est-ce qu'on peut venir en dehors des portes ouvertes et des oraux? Et on le fait toujours. Parce que c'est quand même 3 années de sa vie, c'est pas neutre. En plus, une partie de nos étudiants ne sont pas de la région, donc ils vont se retrouver déracinés pour la première fois. Il faut qu'ils soient mis dans de bonnes conditions. Oui, et puis malgré tout, ça a un coût et ça me permet une excellente transition avec la question de carte. Combien coûtent les études dans votre école? Donc il ne faut pas se tromper non plus, d'un côté comme de l'autre. C'est du coût pour vous, c'est un coût pour eux. Alors, les frais de scolarité seront de l'ordre de 7 150 € donc, l'année prochaine, par année. Le même pour chaque année des 3 années, voilà. c'est 7 150 €, c'est un montant identique. Et il est possible, quand certains de nos étudiants choisissent la voie de l'alternance en 3e année, de faire financer la 3e année par l'entreprise qui les accueille et en plus d'être rémunérés. Donc en fonction du choix de l'étudiant, là encore, là c'est individuel, hein, il est possible que l'école coûte un peu moins cher s'il choisit l'alternance en 3e année. Il y a des dispositifs d'accompagnement aussi pour de toute façon en première et en seconde année aussi. Ouais. Alors le coût réel, les frais de scolarité sont une partie du coût d'un étudiant. Le complément est payé aujourd'hui par l'entreprise via ce qu'on appelle les collectivités et via la taxe d'apprentissage. Donc c'est pour ça que quand on a créé l'école il y a 35 ans, on l'a créé à l'initiative des chefs d'entreprise. Aujourd'hui, lorsqu'on a fini le cursus, ces mêmes chefs d'entreprise nous demandent quelle est notre valeur ajoutée, parce qu'ils ont apporté aussi des moyens financiers. Et c'est important pour nous. Le programme évolue, on a un référentiel de formation, mais le programme évolue tous les ans pour coller à la réalité du terrain. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir répondre à cette attente. J'aime pas le mot client, mais on a 2 partenaires. Le premier partenaire, ce sont les entreprises parce que c'est elles qui, à l'initiative, ont demandé à créer cette école. Et le deuxième partenaire, ce sont les familles, les étudiants et leurs familles. Et là, il faut qu'à un moment donné, à un autre, les deux se retrouvent. Et pour répondre à votre question, oui, en complément des frais de scolarité, l'école est habilitée aux bourses d'État. Et en plus des bourses d'État, on a ce qu'on appelle des bourses internes. On a des bourses de fonds social et on a des bourses de mobilité internationale. Les étudiants, on n'a pas encore trop parlé de l'international et tout ce qu'on peut faire sur l'ensemble des 3 années, mais les étudiants qui partent à l'international et qui auraient plus de difficultés pour financer, on va les accompagner pour ne pas priver un étudiant d'une expérience internationale sous des prétextes financiers. Il ne faut pas que ce soit ça le frein. Que ce Non. soit donner un choix, d'autres critères, mais pas le côté financier en tout cas. Exactement. Quels sont vos accords avec des banques pour d'éventuels prêts étudiants ou quels sont les autres moyens de financement de l'école? Bon, vous en avez un petit peu parlé. Est-ce qu'il y a des possibilités d'accords financiers pour les prêts avec des banques, particulièrement pour vous, ou est-ce que c'est comme tout à chacun C'est marrant qui que va... la question se posait parce qu'effectivement, c'est un projet qui va voir le jour dans les semaines à venir. La question, oui, aujourd'hui, on négocie avec nos banques pour que nos étudiants, alors quand je dis nos étudiants, c'est pas le bachelor, c'est l'ensemble d'Audencia Business School, puissent avoir effectivement des avantages, on va dire, financiers, un accompagnement financier. Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que... Ce sera pour quand du coup? Pas pour ces étudiants? C'est pour la rentrée prochaine. Mais la décision, et sans rien de secret, la prochaine réunion a lieu dans 8 jours et dans 8 jours, on aura l'information. Mais oui, on peut répondre, oui, il va se faire des choses. Donc vous aurez des moyens supplémentaires par rapport aux années précédentes pour pouvoir
Payer ses études si vous Accompagner souhaitez les le faire. étudiants, ouais. Oui, vous accompagnez, pas payer. Je suis accompagné. Vous avez raison. La précision est importante. Question de Genin. Proposez-vous des conférences dans votre école? Par exemple, des conférences de professionnels. Vous qui faites Alors, la un directrice certain des relations nombre, entreprises. effectivement, de conférences. On a une centaine de témoignages l'an passé, à la fois de professionnels. Alors, ça peut être sur des thématiques plutôt métiers, mais ça peut être aussi sur des thématiques. On avait une conférence animée par le directeur de l'abbaye de Fontevraud au mois de mars sur l'art oratoire. Mais on en a aussi sur des retours d'expérience à San Francisco de 2 diplômés, 2 dirigeants. Un jeune anciens de chez dirigeant, vous? oui, 2 diplômés qui, dans le cadre de du réseau Entreprendre, qui est un réseau qui réunit des chefs d'entreprise, ont eu l'occasion d'aller faire une Learning Expedition à San Francisco, qui sont venus Faire un retour d'expérience. un retour d'expérience. Et là, c'est ouvert dans ces cas-là aux étudiants, mais aussi aux diplômés. Voilà. Et donc, on essaye de mixer les thèmes. On a aussi des ateliers qui sont proposés par des diplômés. Là, par exemple, alors là, ça concerne plutôt les étudiants. Nos étudiants de 3e année ont eu des témoignages de diplômés qui ont poursuivi et d'autres pas poursuivis pour avoir justement les différentes possibilités à la sortie. Et puis, ils vont même les aider à préparer les oraux pour ceux qui préparent les oraux. Donc les thématiques sont très diverses, mais voilà, c'est plus d'une centaine de témoignages tous les ans, tout public confondu. Et il y a des grandes conférences et des plus petites en termes de public, plus intimes en fonction des échanges. Au-delà de ce que dit Isabelle, et pour compléter, vous avez bien compris que l'entreprise est très présente. C'est pas un hasard si on est dans Sur le plateau, vous voulez dire? Sur le plateau, j'en ai aucun doute. Isabelle est ici aussi est pour très représenter. présente à l'école. C'est pas un hasard si on est dans les bâtiments de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes, Saint-Nazaire. C'est parce qu'au quotidien, on vit avec elle. On ne l'a pas encore dit, mais dans le domaine des stages, et Dieu sait s'il y a des stages, de nombreux stages à l'EAC, il y a un accompagnement qui est fait, et notamment, on organise, la direction d'Isabelle organise, des forums. Où on fait venir des entreprises qui, en plus des conférences, vont venir parler de leur métier, vont venir parler de besoins, vont exprimer des besoins et proposer des stages à nos étudiants. Et ça, c'est extrêmement important dans la capacité de l'école à se mobiliser et se mobiliser pour ses étudiants pour que ceux-ci trouvent chaussures à leurs pieds dès le stage. C'est du job dating en fait, là notamment pour 3 forums sur 4, c'est des entreprises qui ont des offres à proposer, que ce soit du stage ou de l'alternance d'ailleurs, et des étudiants qui recherchent pour cette période-là. Donc on utilise quelques outils en amont pour diffuser largement de façon digitale, même pour ceux qui ne sont pas sur le site, et après ils peuvent rencontrer les entreprises en s'étant préinscrits préalables. Vous avez une capacité à anticiper les questions qui arrivent, qui est On les assez connaît pas, bluffante, pourtant. parce que la question de Jonathan était, vous nous aidez à trouver les entreprises ou faire nos stages ou pas. Donc là, oui, c'est un des moyens, effectivement, mais c'est peut-être pas non plus le Non, les forums moyen. en sont... les forums et le réseau au sens large de l'école, c'est-à-dire les forums qu'on peut organiser, les offres de stage qu'on transmet, le réseau des diplômés qui sont aussi sollicités, puisqu'évidemment, chaque étudiant, dès qu'il arrive à l'école, il a accès au réseau des diplômés. Donc tout ça, ça fait... c'est ce qu'on appelle le réseau de l'école. Et dans les recherches de stage, par exemple, sur le stage d'expatriation, ça correspond à, on va dire, à 40% en fait, de nos étudiants qui trouvent leur stage d'expatriation grâce au réseau de l'école. Et en 2e année, on est déjà à 50% de ceux qui utilisent et près de 60% pour nos 3e années sur le stage d'expatriation. Le stage de fin d'études. On ne fera jamais à leur place, c'est le principe même de l'école. Mais on aura tous les moyens pour réussir, pour qu'ils apprennent à se débrouiller. Les accompagner. Voilà, les accompagner, ne Comme pas pour faire les à leur frais. place. Question de Zouer, avec quelles grandes universités étrangères êtes-vous partenaire? Il y en a beaucoup. Alors le groupe, Forcément. c'est plus de 200 partenaires étrangers, universités partenaires étrangères. L'EAC utilise dans ces 200, grosso modo, allez, on va dire 35, 36 partenaires étrangers. Sur la répartition. Alors on en a en Europe, approximative. on en a aussi, on en a aux États-Unis, on en a en Asie, quelques noms. En Amérique latine aussi. En Amérique latine, exactement. Si on prend le cas des USA, on a l'université à Cincinnati, à Memphis, on a Westminster à Londres, on a Dublin Business School en Irlande. Enfin, c'est vraiment très très vaste. Et en plus, l'avantage, c'est que
de par la direction des relations internationales du groupe d'Audencia, tous les ans, il y a des nouvelles qui arrivent. Là, on a eu des universités canadiennes qui nous ont été proposées. L'année prochaine, on aura le Japon, etc., etc. Donc c'est vraiment très très varié et ça permet après, en fonction des projets des uns et des autres, de pouvoir offrir tel type d'université. On a également créé, négocié un double diplôme avec Linköping qui est en Suède. Donc là aujourd'hui, on a des étudiants suédois qui viennent suivre le cursus de 3e année à l'EAC, qui seront diplômés comme tous les autres en novembre prochain. Et puis on a des étudiants de l'EAC qui ont passé leur année en Suède et qui, s'ils ont réussi leurs épreuves, je sais qu'ils ont réussi, ils seront diplômés. Donc c'est l'un des aspects internationaux de l'EAC. Et du coup, l'international, d'une manière plus générale, pour vous, c'est évidemment une chose extrêmement importante à valoriser vis-à-vis des étudiants. Ça représente quoi? C'est quoi l'idée pour vous de cette dimension internationale de l'EAC? Alors, c'est un passage, on va dire, obligé, mais après, certains vont choisir de ne pas y retourner. Mais dès la première année, tous y partent par le biais d'un stage, parce qu'on estime que c'est important, au-delà de la dimension linguistique, mais aussi de vivre une expérience comme celle-là. Ils sont très jeunes, hein, les étudiants, quand ils arrivent chez nous, ils ont 17, 18 ans. Ils ont, pour certains, 25% d'entre eux n'ont pas 18 ans le jour de la rentrée. Donc, quand ils partent en janvier qui suit, c'est une expérience accélératrice de maturité. Ils nous reviennent transformés avec un peu de hauteur. Ils vont découvrir le monde. Et ce qu'on constate, c'est que ça leur donne envie, pour beaucoup d'entre eux, je disais tout à l'heure, pour 60% d'entre eux, de retourner au moins une deuxième fois. Et alors, ça peut être par le biais des semestres d'études, mais aussi dans le cadre d'une année de césure. On n'en a pas parlé, mais c'est possible entre la 2e et la 3e année. Là, on a à peu près 15% de la promotion, actuellement en 2e année, qui choisit de faire une année de césure. Pour certains, c'est pour aller faire 6 mois dans un pays, 6 mois dans un autre. Pour d'autres, ça va être plutôt de créer leur entreprise et d'intégrer l'incubateur proposé dans le groupe à Audencia Business School. Et donc, l'international, c'est possible aussi de le faire en première année, puis en 2e année sur le semestre d'études, puis sur la période estivale en stage, puis de réaliser l'ensemble de sa 3e année à l'étranger. Avec éventuellement une année de césure aussi qu'on peut faire. C'est tout à fait possible de faire ça. Cette dimension internationale, c'est vraiment pour les faire mûrir, ou est-ce que votre objectif, c'est aussi de vous dire, peut-être qu'ils partiront travailler, on veut les former pour qu'ils travaillent, sachant que dans le commerce, de toute façon. La dimension internationale, elle est forcément... On a à peu près 15% de nos diplômés qui travaillent à l'étranger. Là, sur ceux qui choisissent justement de rentrer sur le monde du travail à la sortie des études, pour la plupart, c'est à l'étranger. Là, on en a un qui est parti là, à San Francisco justement en VIE, en volontariat international en entreprise, pour poursuivre la mission qui lui avait été confiée en 3e année. Donc là, il est pour 18 mois à San Francisco. On en a une autre qui est partie à Londres dans une chambre de commerce, juste à la sortie du bachelor. La culture internationale est pour tous. Après, ceux qui vont en faire un métier, ils vont choisir le cursus très international. Mais même ceux qui souhaiteraient ne pas partir, à part le stage de première année, et rester dans les locaux de l'EAC, ils vont côtoyer des internationaux parce que les étudiants internationaux qui viennent chez nous en cours, on a une 3e année, une filière de 3e année complètement en anglais. Export et import. Donc, de fait, ils vont parler anglais, ils vont échanger avec des Suédois, des Américains, des Coréens, parce que ce sont les étudiants qu'on va avoir l'année prochaine. Ils vont pouvoir se tester au niveau des langues, sans pour autant être loin de leur base, parce que pour plein de raisons, certains préfèrent rester aussi sur la région, certains qui ont on a des sportifs aussi de haut niveau et qui ne peuvent pas se libérer comme ils le veulent, donc ils gèrent sur les 2 tableaux. Vous m'avez coupé l'herbe sous le pied, j'avais une question encore sur le parcours possible en anglais dès le départ, mais du coup ils me l'ont retiré en me disant vous y avez répondu, c'est pas la peine, on passe à la question suivante. Question de recueillage, vous voudrez pratiquer une LV3, de préférence le chinois ou l'hindi, en plus d'un cursus en bachelor, est-ce que ça vous semble envisageable? Est-ce que c'est possible? Alors c'est possible. Est-ce que c'est envisageable aussi en termes d'investissement? Alors, nous proposons en LV3 plusieurs langues, dont le chinois, l'arabe, l'italien.
Donc c'est tout à fait possible. c'est tout à fait possible. On peut. On a même- Vous le Alors, conseillez ou c'est parce que s'il y a une demande et Tout que vous dépend l'avez là mise en aussi place tout dépend aussi du projet, parce que des options, on en propose un nombre important. On propose pas que de la LV3, on propose aussi de la photo, parce que c'est aussi très utilisé dans les métiers autour de la communication. C'est intéressant d'avoir cette compétence technique autour de la photo et ou de la vidéo. On a donc aussi une option théâtre, une option sport. Voilà, on a Théâtre en français et en anglais. voilà, oui, tout à fait. Ouais, on a effectivement, on a eu De une quoi option danse à une époque. Enfin, après, c'est en fonction aussi des attentes des uns et des autres. Effectivement, les options sont ni fermées ni restrictives. La dimension sportive, vous ne l'avez pas abordée, vous avez dit plein de choses en option. Le sport, les assos, Ouais. vous en avez, j'imagine. On a, oui, C'est comme important. beaucoup d'écoles. Alors, c'est important parce que ça fait partie de la vie de l'école. On a, comme la plupart des écoles de commerce, un bureau, un BDE, bureau des étudiants, bureau des élèves. On a un bureau des sports qui, aujourd'hui, va permettre aux étudiants, alors d'une part, en plus de l'option de faire du sport, de participer à des compétitions de handball, de football, etc. Avec une difficulté, c'est que sur les championnats universitaires, ils ne sont pas toujours présents, parce que certains sont en stage, d'autres reviennent, etc. Donc là, on travaille de plus en plus avec les autres assos du groupe, c'est-à-dire les assos d'Audencia Business School, de la grande école, et on met des équipes communes. Donc on a des étudiants qui, en handball, si on prend l'exemple du handball, vont venir compléter les effectifs des étudiants du programme Bac+5 pour être le plus compétitif possible. Et qui l'ont fait en basket aussi. Et qui l'ont fait en basket, Dans qui les l'ont fait différents ailleurs. sports, effectivement. ouais, Donc c'est ça sympa. fait partie du développement de l'école. Là, les dernières assos qui sont en train de se créer, à l'EAC, parce que dans la grande école existait déjà, c'est une asso dans le domaine de la musique. Là, on va avoir des étudiants qui vont travailler le soir après les cours, la musique. On va s'équiper, on va bientôt avoir ils ne le savent pas encore, ils le sauront s'ils regardent ça, un piano. On va avoir un piano bientôt dans l'école. Il y a un autre étudiant qui voudrait faire du trading, donc qui est trader, donc on va Du les piano au accompagner. trading, il n'y a pas de transition là. C'est très vaste, c'est vraiment très vaste. Et là encore, ça Individualisation du parcours. participe au développement. Ouais, c'est ça. Ça participe au développement des étudiants et ça c'est hyper important, et à la vie de l'école. Et la vie de l'école est importante dans l'épanouissement au sens large du terme. Et d'ailleurs, le cadre de vie est peut-être aussi important. Ouais. Je fais une petite transition avec la question de Soufena. Le cadre de vie est-il agréable à Nantes et autour du campus? Si vous me dites non, je ne vous crois pas. Évidemment, vous allez me dire oui, mais pourquoi oui? Pourquoi est-ce que c'est sympa de venir? Alors, J'y vais. bon, vas-y. Ouais. Alors, à Nantes, on a, au Audencia Business School, on a la particularité d'avoir 3 campus différents sur la ville de Nantes. On en a un où sont regroupés la grande école et les programmes master. On en a un où sont regroupés les programmes de communication. L'école s'appelle Sciences Com. Et l'école atlantique du commerce est dans les bâtiments de la chambre de commerce, dans l'hypercentre de Nantes. Donc inutile de vous préciser que d'être dans le centre-ville même, c'est un gros avantage pour la vie étudiante, pour la proximité. Enfin, il y a plein de raisons de. Après, Nantes fait partie d'une des plus belles villes de France. Dans les classements, on est souvent dans les premiers, avec beaucoup d'activités culturelles et sportives. Hein. Je ne vous citerai pas tous les sports de haut niveau. Et puis aussi, là, encore une fois, une vraie ville étudiante où les étudiants sont contents de se retrouver. J'étais pas plus tard qu'hier avec le bureau des élèves et ils m'expliquaient, avec l'ancien bureau, le bureau sortant et le futur bureau, tout ce qu'ils allaient faire durant l'année à venir, autant au niveau animation, after work, que des animations de soir, on parlait du sport tout à l'heure. Ça paraît étonnant, mais même les étudiants en sport m'ont demandé l'autre jour s'ils pouvaient faire une compétition de foot sur PS4 dans l'école. Donc c'est assez éloigné du sport, mais c'est très convivial. Des vrais sportifs. Et on a fait ça. et on a fait ça. Ça doit être fatigant. D'ailleurs, peut-être que c'est même plus fatigant finalement qu'une vraie compétition de football quand on est à plusieurs, c'est comme ça. Une ultime question, et puis je vous demanderai de conclure parce qu'on a une EM Normandie qui vient derrière. Est-ce qu'on peut travailler directement après la formation bachelor dans votre école? Vous pouvez faire votre conclusion dans la foulée de cette Oui, réponse. tout à fait. Alors, on peut travailler à la fois, là, je veux prendre l'exemple de Mélanie, qui est diplômée là, depuis le mois de novembre et qui a enchaîné directement après son stage de fin d'études, qui a été recrutée dans la Thalasso où elle a effectué son stage en tant que responsable marketing. Et ça, c'est directement post-bac. Sur les fonctions commerciales, on en a. J'ai cité Hugo tout à l'heure, là, qui est parti donc à San Francisco développer le business aux États-Unis, mais on en a d'autres qui intègrent
des entreprises agroalimentaires en tant que chef de secteur. Voilà, donc il est tout à fait possible de travailler en sortant. Après, tout dépend du choix et le projet professionnel. Il y a peut-être un point qu'on n'a pas beaucoup abordé, qui me semble important d'aborder aussi, c'est qu'on investit depuis quelques années déjà sur la partie digitale, dans la pédagogie, mais aussi dans tous les moyens de communication avec nos étudiants, voilà, en passant par voilà, des outils qui permettent à la fois d'apprendre en ligne et pas spécifiquement sur la partie MOOC, de pouvoir échanger. Là, on est en train de construire un outil qui va permettre à nos diplômés et nos étudiants voilà, d'échanger sur une base communautaire. On utilise aussi des quiz en ligne. Voilà, nos intervenants, nos formateurs ont beaucoup investi sur cette partie-là, que ce soit sur la partie e-learning, blended learning. On a mené avec une école partenaire un projet distanciel à distance avec des étudiants sur Nantes, d'autres sur d'autres campus, et voilà, ils ont pu mener un travail collaboratif grâce à plusieurs outils distanciels. Et puis là, on bénéficie pour le coup, là, et je reboucle sur Nantes, de la place du numérique sur Nantes, voilà, qui est une des villes phares dans le cadre de ces développements-là. Donc on a quelques startups qui se sont montées, et notamment certaines par nos diplômés. Merci Isabelle. Guy, une rapide conclusion effectivement pour laisser... En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est qu'intégrer l'EAC, donc c'est le bachelor d'Audencia, c'est-à-dire c'est la possibilité d'intégrer l'ensemble des programmes proposés par Audencia, et ça c'est pas neutre. Une fois qu'on a les pieds dans la maison, on peut y rester et continuer. C'est aussi prendre du plaisir, et pour prendre du plaisir, c'est donner du sens aux choses, donc ça c'est extrêmement important. Et puis dernière chose, les candidats sont maintenant dans APB, et avec les fameux vœux APB, c'est de mettre en vœu numéro 1 leur école de cœur. C'est essentiel de mettre leur école de cœur pour pas voir cette école disparaître sur les vœux numéro 2 ou 3. Bon courage à eux. Merci Isabelle, merci Guy Thomas pour votre venue, merci à tous pour vos nombreuses questions, et place désormais à l'EM Normandie dans un tout petit quart d'heure, et bonne révision pour les oraux. Au revoir.